La plupart des forts en mer de notre littoral a totalement disparu. Mais grâce au talent de peintre, de cartographe et d'historien, nous pouvons en retracer les histoires. Du Portel à 800, en passant par Boulogne, Wimereux, Ambleteuse et Audrecel, 7 forts en mer ont existé entre le XVIIe et le XIXe siècle sur notre littoral. Certains d'entre eux sont restés plus célèbres que d'autres, et on retrouve encore les traces de ces magnifiques constructions qui ont marqué l'histoire de notre région. Napoléon Ier a décidé la construction de 4 forts, le fort de l'Eure, le fort de la Crèche, le fort en bois, également appelé fort de l'Expédition, et le fort du Musoir, appelé fort Napoléon. Avec la restauration des forts de Croix et d'Ambleteuse, ces forts en mer ont permis à Napoléon de réaliser ce que les Anglais appelaient la côte de fer, rendue inatteignable aux navires anglais grâce à la ligne d'embossage, l'alignement de navires de guerre au large de Boulogne. Ceci permit à Napoléon de préparer l'invasion de l'Angleterre, en construisant des navires et en amassant des troupes à Boulogne sur le camp de droite et le camp de gauche. Les différentes batteries installées à la Crèche, au moulin Huibert, à la Tour d'Audre, au Musoir, à Châtillon et au Mont de Couple, au Portel, permettaient également d'assurer la protection de Boulogne contre les Anglais. Au XVIIe siècle, la masse de rochers au large du petit port du Portel est appelée le banc des Fées. Au XVIIIe siècle, les 2 masses rocheuses situées devant l'anse de la plage du Portel sont appelées l'Eure et l'Ineur. Le projet de construction du fort de l'Eure fut arrêté par Bonaparte le 30 germinal de l'an 11, le 20 avril 1803, et la réalisation des plans fut confiée au lieutenant-colonel Dode de la Brunerie, sous-directeur des fortifications, et qui devint maréchal sous Louis-Philippe Ier. Les travaux ont commencé le 24 mai 1803, 8 jours après la rupture de la paix d'Amiens, sous la direction du capitaine du génie Gouville, et les premières pierres étaient posées le 29 juin, entamant ainsi la construction de la maçonnerie du fort. Après bien des dommages dus aux tempêtes et aux attaques incessantes des Anglais, le fort de l'Eure fut enfin opérationnel le 16 juillet 1804, c'est-à-dire après 15 mois de travail, ce qui est un véritable exploit. Canons et obusiers furent hissés en terrasse et mis aussitôt en batterie. Le fort de l'Eure avait pour but de protéger par le sud le mouillage de la flottille du camp de Boulogne. Le fort de l'Eure fut bâti avec la même structure que celui de la pointe de la Crèche. Sa face vers le large était circulaire, celle vers la terre était rectiligne et garnie de 2 tours d'angle et d'une tour flanquante. Les dimensions du fort étaient les suivantes. La longueur de la façade, côté falaise, était de 50 mètres, sa largeur centrale de 35 mètres et sa hauteur de 13 mètres 50. La plateforme, qui avait une épaisseur de 40 cm, formait un demi-cercle bordé d'un parapet large de 2 mètres sur une hauteur de 1 mètre 50. La terrasse comportait, côté falaise, une rambarde disposée de chaque côté de la tour. En façade, côté falaise, il y avait dans le mur d'escarpe de gorge des fenêtres qui éclairaient les logements, le magasin à munitions et l'escalier de la tour, ainsi que 3 conduits, à droite de la tour, qui servaient à ventiler le magasin à poudre. On accédait dans les casemates par 2 poternes qui se trouvaient de chaque côté de la tour, à l'aide d'une échelle en bois dont les barreaux étaient en bronze. Les pieds de cette échelle étaient scellés dans le rocher et sa partie supérieure, fixée par des crampons de fer, s'appuyait sur le seuil des poternes. On accédait à la plateforme d'artillerie à partir des casemates par un escalier circulaire situé dans la tour. La garnison comprenait 40 à 50 hommes. Le corps de garde était composé de 15 hommes et de plusieurs officiers. Toutefois, l'effectif a varié selon les époques. Les logements étaient prévus pour 80 hommes et étaient garnis de lits de camp. L'armement était composé de 12 canons de 36 sur affût de côte, dont 7 en bronze, et de 4 obusiers à grande portée de 6 pouces de type Gribeauval, disposés en arc de cercle derrière le parapet, et également de 3 mortiers de 12 pouces à la gommère et à plaque, disposés au centre de la plateforme.
Le fort était équipé aussi d'un fourneau à souffler pour faire rougir les boulets, d'un magasin à poudre et d'un plus petit pour les artificiers. Après la période napoléonienne et la mort de Napoléon le 5 mai 1821, le fort est maintenu en fonction avec quelques réparations minimes réalisées avec du ciment. Malgré des travaux d'aménagement et de protection contre les coups de mer, le fort de l'Eure est abandonné par l'armée vers 1890 et commence alors sa lente dégradation. Pendant la Seconde Guerre mondiale, les Allemands coulèrent au fort de l'Eure une dalle de béton afin d'y installer une batterie de DCA, ce qui aura pour effet de consolider l'ensemble des ruines du bastion et de le préserver jusqu'à nos jours. Les Allemands y construisent également un blocos qu'ils ravitaillent par une voie ferrée toujours existante. Pendant les tempêtes, les vagues passent au-dessus du fort dont la plateforme s'élève à plus de 13 mètres. Et le 3 novembre 1998, une grosse tempête provoque la chute d'une partie importante des restes du fort. Depuis 1977, l'association de sauvegarde du fort de l'Eure se bat pour sa sauvegarde bien sûr, avec notamment un projet de consolidation présenté en 2003, dont l'étude fut réalisée par Philippe Prost, architecte spécialisé dans les monuments en mer.
Le fort de l'Eure continue de disparaître peu à peu, mais il reste un point d'attraction important pour tous les habitants et les touristes de passage. Dénommé officiellement fort de l'expédition, le fort en bois fut construit également en 1803. On peut le situer un peu à droite dans le prolongement de la jetée nord-est. Pour protéger sa construction, des batteries mobiles sont aussi installées sur la plage et des caïques, des péniches, sous le commandement du capitaine de vaisseau Vattier, patrouillent dans la rade. Le fort en bois a été construit sur pilotis, comme le port de Boulogne. Sa construction est terminée le 1er Brumaire de l'an 12, c'est-à-dire le 24 octobre 1803. Il est construit sur une simple armature de tronc de chêne entrecroisée sur 4 étages de poutres. L'assemblage massif constitue une construction de grande solidité. Si ce procédé a été choisi, c'est probablement en raison de l'absence de roches pouvant servir de fondation. D'autre part, ce type de construction à claire-voie offre une grande résistance à la mer. Bonaparte, qui était toujours pressé, espérait probablement aussi un achèvement de l'ouvrage plus rapidement avec ce mode de construction. Le fort a la forme d'un demi-cercle. Sa plateforme est protégée par un bardage de madriers de plus d'1 mètre d'épaisseur. Des casemates permettent de loger les hommes, mais aussi de stocker vivres, armes et munitions. Le fort en bois était armé de 8 canons tirant des boulets de 24 livres ou de 36 livres, et de 2 obusiers lourds à longue portée. La garnison de 50 hommes avait du ravitaillement pour 6 jours. À cette époque, une lourde chaîne obstruait la nuit l'entrée du chenal du port de Boulogne. Le fort du Musoir n'était pas à proprement parler un fort en mer. Il était situé à l'extrémité de la jetée du sud-ouest. Un musoir désigne la pointe extrême, généralement arrondie, d'une jetée. La batterie du Musoir, qui va devenir le fort Napoléon, est tenue en 1800 par 50 hommes, qui vivent dans un corps de garde situé en arrière sur la jetée. Son armement est constitué par 4 pièces de 24, montées sur affût de côte. La batterie du Musoir défend l'entrée du port, avec également une possibilité de tirer sur la plage. Le fort est doté d'un fourneau à réverbère pour faire rougir les boulets. Il a cependant l'inconvénient d'être submergé lorsque la tempête souffle. En 1803, Napoléon décide de renforcer ce fort en faisant construire une fortification en maçonnerie élevée sur 2 niveaux. Il augmente son armement, divisé en batteries hautes et basses. Au premier niveau, il fait installer 10 pièces de 24 en bronze sur affût à la Montalembert. Le second niveau reçoit 10 canons de 36 et 2 mortiers de 8 pouces. Le fort du Musoir et le fort en bois furent démolis en 1815 avec la restauration de la monarchie et le retour de Louis XVIII de son exil en Angleterre. Du fort en bois, il reste le nom, porté par la rue du fort en bois, anciennement bien nommée la rue du Pied-Gaillard, une des 3 rues à escalier attaquant la falaise à la verticale et menant à la rue des Signaux. La rue du fort en bois a été détruite lors des bombardements anglais de la Seconde Guerre mondiale. Du Musoir de la jetée sud-ouest, il ne reste rien. 100 ans plus tard, le Musoir dont on parle est celui de la jetée nord-est du port de Boulogne. En 1803, un deuxième fort, copie conforme du fort de l'Eure, fut également élevé entre Boulogne et 8000. Il s'agit du fort de la Crèche. Attention, un autre fort s'appelle également actuellement le fort de la Crèche. Il date, lui, des années 1870 et a été construit sur les ruines du fort de Terlington. Une association le restaure et lui redonne petit à petit son aspect d'origine. Le fort de la Crèche a été construit au niveau de la pointe de la Crèche. La Crèche étant le nom de la Crèque, la crique,
l'anse où Napoléon fit construire ses nombreux vaisseaux de la flottille de Boulogne. Les forts de l'Eure et de la Crèche étaient prévus pour protéger Boulogne, mais également pour éviter le contournement de la ligne d'embossage. C'est le colonel Dodd de la Brunerie, sous-directeur des fortifications, qui en dessine les plans. Les travaux commencent très vite et tout se fait en même temps. Les relevés, les sondages pour reconnaître la solidité des roches, les approvisionnements en pierre, le recrutement des ouvriers, la construction des routes et des descentes pour amener les matériaux. Le roc est creusé de 20 à 30 cm pour ancrer les maçonneries sur les rochers. On ne peut travailler que lorsque la mer est basse. Le temps est donc réduit. Le premier consul Napoléon est pressé. Il faut donc des moyens importants en hommes et en matériel. Les Anglais viennent d'attaquer les ouvriers. Il faut donc réagir et des batteries mobiles sont installées sur les plages, montant et descendant avec le flot. Des magasins, des ateliers, des forges sont construits à proximité. Les travaux du fort de la Crèche sont plus difficiles que ceux du fort de l'Eure, notamment en raison de l'inclinaison du banc de rochers et de l'impossibilité de travailler pendant les marées de morte eau. Un autre ennemi des ouvriers est le mauvais temps, qui, lorsque la tempête est forte, détruit le travail effectué depuis plusieurs jours. L'effectif des ouvriers est très important. Ainsi, le colonel Dodd de la Brunerie signale qu'à la belle saison, au fort de la Crèche, il y a 110 maçons, 38 tailleurs de pierre, 427 manœuvres, 68 voitures et tombereaux, et 96 femmes, soit au moins 739 personnes. Le nombre semble égal au fort de l'Eure. Ce fort a une dimension de 48 mètres de long et une forme en fer à cheval face à la mer, afin de pouvoir tirer sur un angle de 180 degrés. Grâce à la ténacité et au courage des soldats du génie et des ouvriers, l'armement du nouveau fort en mer de la Crèche se termine après un an de travail acharné. Napoléon le visite longuement avec sa suite et fait ouvrir le feu contre la croisière anglaise le 17 juillet 1804. Une frégate et 2 briques anglais, qui sans méfiance s'approchaient de la droite de la ligne d'embossage, font rapidement demi-tour devant les canons déposés sur une plateforme provisoire. On peut voir sur la gauche le chemin nouvellement taillé dans la falaise pour descendre vers les rochers de la Crèche. De 1820 à 1835, quelques réparations sommaires sont effectuées au fort de la Crèche avec un peu de ciment. Au milieu du XIXe siècle, plusieurs naufrages ont lieu près du fort de la Crèche. Avec le temps et les nombreuses tempêtes, le fort en mer de la Crèche se détériore rapidement, l'armée française privilégiant le fort en terre situé au niveau de Terlington. Le fort de la Crèche résista très mal aux tempêtes. En 1870, il était déjà quasiment irréparable, alors que le fort de l'Eure était encore entier et non endommagé. Le fort de la Crèche sera détruit par la mer et disparaîtra presque totalement après une violente tempête en 1891. Devenu un risque pour la navigation, il sera dynamité peu après. C'est un peu comme si certains voulaient à tout prix faire disparaître toute trace visible de la période napoléonienne à Boulogne. Au XXe siècle, les ruines du fort de la Crèche figurent encore sur certaines cartes, ce qui permet maintenant de situer son emplacement par rapport à la digue nord. Les fondations sont encore partiellement visibles en quelques endroits pour les yeux avertis. Le fort de Croix fut construit en mer en face de Honvaux, sur l'actuelle commune de Wimereux. En 1756, au début de la guerre de 7 ans entre la France et l'Angleterre, la côte boulonnaise se trouve toujours dépourvue de protection contre la flotte anglaise. Le prince Emmanuel de Croix est alors chargé de veiller, sous le haut commandement du maréchal de Belle-Île, au renforcement des défenses des côtes septentrionales de la Picardie, du Boulonnais et du Calaisis. Grâce à lui, le littoral fut rapidement doté de batteries nombreuses, de fortins et de postes de garde.
Parmi ces travaux de fortification, le plus important fut la tour bâtie dans la baie de Wimereux. Les travaux commencèrent au printemps 1757 sous la direction de l'ingénieur du roi, le chevalier de Beauvilliers. L'emplacement choisi était le plateau de Tourne, un banc de rochers situé au nord de la pointe de la Crèche et découvert seulement à marée basse. L'emplacement du fort a été choisi par Charles-Louis-Auguste Fouquet, duc de Belle-Île, ministre de Louis XV, lors de sa tournée sur les côtes en 1756. En août 1757, les travaux étaient déjà fort avancés, mais les flots, avec lesquels il fallait quotidiennement combattre, détruisirent une partie de l'ouvrage. Le prince de Croix vint lui-même sur les lieux pour se rendre compte des dégâts. Les travaux furent repris et continués pendant l'hiver, avec des pierres provenant de la démolition de la jetée d'Ambleteuse. Les maçons et charpentiers du fort furent la famille Delattre, originaire d'Audrecel. Au printemps suivant, la construction était terminée, et le 22 juillet 1758, la milice garde-côte prenait possession de la tour. La tour de Croix, bastionnée à la Vauban, rappelle le fort d'Ambleteuse. Son élévation au-dessus de la mer était de 20 pieds, un peu plus de 6 mètres. Elle était en forme de fer à cheval à sa base, avec une plateforme protégée par un épais parapet muni d'embrasures et un corps de logis en retrait. Elle disposait d'une plateforme d'artillerie face à la mer, avec 4 pièces d'artillerie de 24 en fonte sur affût de côte et non pas de marine. Sa position en mer lui permettait donc de croiser ses feux avec Ambleteuse sur sa droite et les batteries de l'entrée du port de Boulogne sur sa gauche. Les canons tiraient des boulets de 15 cm de diamètre. Le fort de Croix sera équipé en 1803 d'un fourneau à réverbère de petit modèle afin de chauffer les boulets pour tirer à boulet rouge. Il sera équipé d'un mât à signaux, également appelé télégraphe de chape, pour communiquer à distance. La tour de Croix disposait d'un corps de garde pour 70 hommes. Le corps de logis, assez vaste, était percé de plusieurs fenêtres et de 2 portes. La porte d'entrée ouvrant vers la falaise portait sur son linteau une devise sculptée dans la pierre. L'autre porte donnant sur la plateforme était surmontée des armes du roi. Les locaux servaient pour le logement des canonniers qui, selon l'état de la mer, étaient contraints de rester parfois plusieurs jours dans le fort sans communiquer avec la terre. Le fort n'était accessible qu'à pied à marée basse. Côté cour, un ressaut matérialise la partie centrale du bâtiment, formé de 2 pièces encadrant un escalier tournant à retour, sans jour sur lequel donnait l'entrée. Les baies du corps du bâtiment étaient couvertes en arcs segmentaires. Une échelle extérieure permettait d'accéder au corps de bâtiment. Le fort abritait un magasin voûté pouvant contenir 8 tonnes de poudre à canon. On peut en apercevoir le haut lors de sa désagrégation vers 1900. Côté terre, le corps de bâtiment à étage de soubassement reposait sur le mur d'enceinte. Près de 50 ans après la construction du fort de Croix en 1803, Napoléon décide la remise en état des forts en mer existants afin de renforcer les défenses côtières. Le fort de Croix reçoit alors 8 canons de 24. Un port avec une écluse de chasse est alors construit à 8000 dans l'embouchure du Wimereux. À la fin de septembre 1804, les travaux du port de Wimereux sont terminés. Celui-ci est prêt à recevoir 171 bâtiments de toute grandeur, tels que corvettes, transports, canonnières. Au port par lui-même sont ajoutés un magasin à poudre, une fontaine publique, 9 postes militaires, des baraques pour les ateliers. Les alentours de Wimereux deviennent une sorte de petite ville, des maisons y sont construites. On y trouve alors des marchands de toute espèce. Pourtant, quelques mois auparavant, il n'y avait que du sable. Après la fin de l'ère napoléonienne, le petit village de Wimereux et le fort de Croix tombent dans l'oubli, sauf pour quelques peintres anglais. En 1854 et 1855, Napoléon III, qui suit les traces de son illustre oncle Napoléon Ier, installe dans le Boulonnais des camps de soldats en vue de la guerre de Crimée contre la Russie. Contrairement au premier camp de Boulogne, la France est alors alliée de l'Angleterre. Un projet d'amélioration du fort est proposé en 1860, mais jamais mis en œuvre. Les canonnières, les embrasures permettant aux canons de tirer, sont rebouchées vraisemblablement vers cette époque. Le fort de Croix est abandonné dans la seconde moitié du XIXe siècle. Il restera longtemps un point d'attrait pour les peintres. Au début du XXe siècle, grâce au développement de la photographie, on peut retrouver des vues fidèles du fort de Croix.
Le site du fort de Croix est classé le 28 novembre 1827, ce qui malheureusement n'arrêtera pas sa destruction. Entre les deux guerres mondiales, le fort de Croix est méconnaissable. Les dernières images du fort de Croix datent des années 50. Édifié par Vauban en 1682, le fort d'Ambleteuse a été construit en 2 temps. On le nomme à juste titre le fort d'Ambleteuse ou fort Vauban, mais également la tour d'Ambleteuse et parfois à tort le fort Mahon. C'est en 1680 que Louis XIV, de passage sur les côtes de Flandre, décide de faire d'Ambleteuse un port militaire. En bordure de mer se trouvait un petit fort carré, une ancienne tour romaine qui avait déjà été fortifiée par les Anglais. Vauban fit entourer la vieille tour romaine, en bordure du rivage, d'une enceinte demi-circulaire, et l'ouvrage devint ainsi le fort Vauban. Construit de 1682 à 1690 sur les plans dressés par Vauban, le fort est bâti sur un piton rocheux situé à l'embouchure de la Slack, tel qu'on le voit encore de nos jours. Le 4 janvier 1689, à 3 heures du matin, le roi d'Angleterre, Jacques II Stuart d'Angleterre, fuyant la seconde révolution anglaise, débarque à Ambleteuse. Il s'échappe ainsi des griffes de Guillaume d'Orange, qui devient roi d'Angleterre. Finalement, le port d'Ambleteuse fut rapidement abandonné, à cause de l'ensablement récurrent et des courants marins contraires que les vaisseaux devaient affronter pour y rentrer. Il existait déjà à Ambleteuse des fortifications anglaises construites en 1543. En 1544, la ville de Boulogne est prise par les Anglais. Elle est libérée en 1550. Sur la rive droite de la Slack s'élève une importante citadelle en forme d'étoile pentagonale à 5 bastions, entourée de fossés. La citadelle est reliée par un souterrain au fort de Slack, également appelé Fort Rouge, en référence aux Anglais. Le centre de la place de l'imposante citadelle se trouvait à l'emplacement du monument aux morts actuel. En 1734, le roi Louis XV fait étudier un nouveau projet de port à Ambleteuse, mais ce projet n'eut pas de suite. 23 ans plus tard, en 1757, les pierres provenant de la démolition de la jetée d'Ambleteuse serviront en partie lors de la construction du fort de Croix. Les plans de 1767 indiquent des jetées, une écluse en ruine et un bassin ensablé. Ambleteuse tombe peu à peu dans l'oubli, jusqu'en 1798, moment où Bonaparte étudie un projet de débarquement en Angleterre. Plus de 120 ans après la construction du fort d'Ambleteuse, en 1803, Napoléon décide la remise en état des forts de mer existants afin de renforcer les défenses côtières. Napoléon Ier fait modifier l'estuaire de la Slack et construire un port dont les soubassements, entamés le 3 décembre 1803 par la 3e division de l'armée, sont encore bien visibles dans les années 80. Napoléon fait aussi construire des baraquements pour ses troupes dans le pré communal entre Audrecel et Ambleteuse. Le port fut creusé sous la responsabilité de l'amiral Bruix. On enleva 14 387 toises cubes de terre pour former un bassin de 1050 mètres de pourtour, des jetées, des quais et une digue en front de mer. On redressa le cours de la Slack entre l'écluse de la Slack et l'écluse de Marmin. Le fort Vauban est réarmé en 1803. Il reçoit alors 8 pièces d'artillerie dont 6 de 24 livres. En septembre 1803, la Grande Armée arrive dans la région de Boulogne en vue du débarquement en Angleterre. Ambleteuse se trouva comprise dans le camp de droite, formé par le 4e corps d'armée sous les ordres du maréchal Soult. Les troupes françaises arrivent à Ambleteuse au commencement de septembre 1803 et bientôt, de nombreux baraquements s'élevèrent à l'endroit où se trouve de nos jours le quartier Saint-Michel. 26 000 hommes devaient prendre la mer à Ambleteuse. Le 18 juillet 1804, la flotte batave, que la Hollande mettait à disposition de Napoléon, entra dans le port d'Ambleteuse, après avoir soutenu à la hauteur du Grinet un combat victorieux contre une escadre de 45 navires de la Royal Navy. Le général Legrand, commandant la 3e division d'infanterie, y demeura jusqu'en mars 1805. Les troupes du camp de droite quittèrent Ambleteuse du 8 au 15 août 1805, et après une marche forcée avec la Grande Armée, remportèrent le 2 décembre l'éclatante victoire d'Austerlitz. La flotte batave demeura à Ambleteuse jusqu'en septembre 1807. Après 1815, Ambleteuse retrouve quelque temps le calme et la sérénité.
En 1854, sous le Second Empire, Ambleteuse sert à nouveau de camp à l'armée. Cette fois-ci, la France est alliée à l'Angleterre contre la Russie. Ambleteuse forme avec le camp de Wimereux le 2e corps d'armée, où plus de 100 000 soldats s'entraînent pour aller se battre en Crimée, aux côtés des Anglais. La première division d'infanterie sous les ordres du général Borelli y est cantonnée. On doit notamment à l'empereur Napoléon III la route de Boulogne-sur-Mer à Ambleteuse par Wimereux. Après 1870, le calme revient. Au début du XXe siècle, le fort d'Ambleteuse se dégrade fortement. Il est une première fois restauré, probablement avant la Première Guerre mondiale, et des baies sont percées à l'emplacement des meurtrières. Les toitures sont refaites. Le fort d'Ambleteuse passe la Première Guerre mondiale sans dégâts. Pendant la Seconde Guerre mondiale, l'armée allemande réutilise le fort d'Ambleteuse et fait installer des casemates d'artillerie. En mai 1940, au cours d'un raid, les commandos alliés effectuent sur la plage quelques coups de main, ce qui leur permet de capturer des officiers allemands. Après la Seconde Guerre mondiale, le fort abandonné laisse rentrer les visiteurs, mais également les vandales. Le fort d'Ambleteuse a été endommagé pendant et surtout à la fin de la dernière guerre. La ceinture extérieure présentait de profondes crevasses dans lesquelles la mer s'engouffrait, minant l'ouvrage qui menaçait de devenir une ruine. Allait-il disparaître dans l'une de ces redoutables tempêtes d'équinoxe, comme son voisin le fort de Croix à Wimereux ? Les amis du fort ne l'ont pas voulu. Des habitants et des estivants de bonne volonté de tous âges ont commencé par des travaux de consolidation de première urgence. Une partie des casemates allemandes sont déconstruites. Le fort d'Ambleteuse est finalement classé monument historique le 19 octobre 1965. Par la suite, une association faite de passionnés est créée par le docteur Jacques Méraud et le géologue Détombe, les Amis du fort d'Ambleteuse. En 1967, elle se porte acquéreur de l'édifice pour le franc symbolique, alors que le fort est au bord de la ruine. L'administration des monuments historiques accepte ensuite d'entreprendre la réfection complète du fort. Les restaurations ont été menées en 3 grands chantiers. Le rempart avec créneaux et la couverture du toit sont pris en charge par l'État. Les bâtiments annexes ont été restaurés avec l'aide de l'État, du Conseil général du Pas-de-Calais, du Crédit agricole, de la commune et bien sûr de l'association propriétaire. Les aménagements intérieurs ont été réalisés grâce à des dons. En septembre 1979, un malheur frappe le fort. La foudre tombe dessus et fait d'assez gros dégâts sur la terrasse. Elle ébranle l'escalier à vis, détruit l'installation électrique. Les réparations et l'installation d'un paratonnerre demandent globalement une somme assez forte. Elle sera payée par des généreux donateurs. Depuis qu'il a été restauré, le fort d'Ambleteuse a été aménagé et ouvert au public. Il est visible à certains moments et tous les jours durant les grandes vacances de l'été. Il sert de centre culturel à l'association. Le fort d'Ambleteuse est composé d'une tour d'artillerie protégée, côté mer, par une terrasse bordée d'un rempart en fer à cheval. Effondré par l'explosion de 2 mines marines en 1945, ce rempart a été restauré dans sa forme d'origine avec ses créneaux. Une table d'orientation se trouve au sommet de la tour, de laquelle on a une vue sur le détroit. À l'arrière se trouve la place d'armes, fermée par un mur à redans, pointe orientée vers l'extérieur. Dans la cour, on trouve une casemate allemande.
On accède à l'intérieur par le corps de garde où se trouve l'accueil et la billetterie. Au premier plan, un bunker de la Seconde Guerre mondiale. Nous sommes sur la côte d'Opale et à l'époque, pour les Allemands, c'est avec la Normandie l'un des sites potentiels du débarquement allié. Depuis sa construction, le fort d'Ambleteuse illustre une partie de l'histoire de France. Construit par Vauban au XVIIe siècle, il protège la ville des Anglais. Plus tard, Napoléon modifie l'estuaire, réalise des jetées et des digues. Et il fait bien, car l'ennemi, s'il vient toujours de la mer, attaque chaque hiver le littoral et ses infrastructures. Après ce savoureux repas, Séverine nous propose de prendre un bon bol d'air. En bord de mer, à une quinzaine de kilomètres plus au nord, plus exactement au fort d'Ambleteuse. Un édifice unique en son genre, posé sur un rocher de grès, qui veille sur une grande plage de sable. Jean-Yves en est le gardien. Il est aussi et surtout l'un des acteurs principaux de sa restauration. Bonjour Séverine. Bonjour Monsieur Méraud, vous allez bien? Très bien. Merci de m'accueillir et puis de m'en dire plus, parce que c'est vrai qu'on connaît tous le fameux fort d'Ambleteuse sur la côte d'Opale, mais... Et personne ne sait réellement ce qu'il est. Mais voilà, je suis là pour ça. Son fort, cerné par les eaux à marée haute, Jean-Yves le surnomme affectueusement le Mont Saint-Michel des gens du Nord. Bien que plus modeste, il n'en possède pas moins une histoire tout aussi intéressante. De quand date-t-il ce fort? Ce fort date du XVIIe siècle, 1680-1690. Louis XIV le fait construire par Vauban, parce que Louis XIV avait l'ambition de faire dans l'estuaire du fleuve Slack un port de guerre qu'il voulait le plus beau et le plus sûr d'Europe. Sur Ambleteuse. Sur Ambleteuse. Et Louis XIV fait donc construire ce fort dans le cadre d'un projet d'envahir l'Angleterre. Le projet d'invasion est finalement abandonné à cause de l'ensablement du port et des forts courants dans la baie. Napoléon Bonaparte, puis Napoléon III s'intéresseront également à la position stratégique du site. Les Allemands y installeront finalement une casemate d'artillerie durant la Seconde Guerre mondiale. Le fort était en ruine à la sortie de la guerre, dans les années 60. En 1965, il est classé monument historique. En 67, mon père, le docteur Jacques Méraud, crée l'association des Amis du Fort, qui achète le fort pour le franc symbolique. Donc le fort, en plus d'être un monument rarissime, est un des rares monuments à être propriété d'une association. C'est un groupe de personnes qui se sont dévouées et depuis 50 ans on travaille, maintenant la relève est assurée. C'est le seul fort en mer encore debout au nord de Cherbourg, il n'y en a plus d'autres, et c'est le seul fort en mer encore debout des 7 qui défendaient la rade de Boulogne sous Napoléon. Grâce aux efforts de Jean-Yves et de ses bénévoles, le fort d'Ambleteuse fait aujourd'hui partie du patrimoine qui compte sur la côte d'Opale. La tour recèle une casemate annulaire coupée en deux dans sa hauteur par une dalle en béton coulée par les Allemands, qui l'ont aménagée en dessous des salles maintenant transformées en lieu d'exposition. 6 plans reliefs exposés expliquent l'histoire d'Ambleteuse, de la citadelle anglaise d'Henri VIII à la station balnéaire. En 2010, un appel à la générosité est lancé et une série de chantiers est entreprise sur l'ensemble des bâtiments, dont la grande toiture, avec la participation de l'État et les aides du Crédit Agricole et de la Fondation du Patrimoine. Ici, nous sommes au fort d'Ambleteuse, qui est situé sur la côte d'Opale, entre Boulogne-sur-Mer et Calais. Ce fort a été construit en 1685 sous Louis XIV, qui souhaitait en faire un port de guerre.
Alors ce port a été initialisé par Vauban. Napoléon a repris ce fort pour en faire une plateforme pour justement regrouper ses troupes en vue de l'invasion d'Angleterre. Cette réalisation n'a pas été jusqu'à la fin. En 1939-1945, ce fort a été repris par les Allemands qui ont voulu en faire un poste d'observation en vue d'envahir l'Angleterre. C'est pour ça qu'à l'intérieur, on trouve des fortifications, des blocos. Après la guerre, ce fort a été classé monument historique et a été repris par une association, les Amis du Fort d'Ambleteuse, pour le franc symbolique. Cette association a pour but de rénover, réhabiliter ce fort. La fondation du Crédit Agricole a aidé l'association Les Amis du Fort d'Ambleteuse à la réhabilitation du site. Grâce à la subvention, l'association a pu mettre hors d'eau le bâtiment, c'est-à-dire que la toiture qui était complètement délabrée a été reconstruite. Les tuiles sont à l'identique de ce qu'il y avait auparavant, c'est-à-dire à l'origine de cette construction. Le site maintenant il est ouvert au public et il peut être visité de Pâques à la Toussaint depuis déjà quelques années. Il est évident que c'est un fort qui a une importance capitale pour notre Boulonnais, pour notre région, parce qu'il est un modèle des constructions anciennes. Je pense que l'idée, c'est d'amener 10, 15, 20 000 personnes, pourquoi pas, pour visiter ce site. En 2017, une nouvelle souscription est lancée. C'est le dernier fort militaire en mer encore debout au nord de la France, entre Cherbourg et la Belgique, le petit Mont-Saint-Michel du Pas-de-Calais, comme l'appelle Jean-Yves Méraud, président des Amis du Fort d'Ambleteuse. Depuis 50 ans, l'association propriétaire du fort milite pour empêcher sa ruine. Un grand programme de travaux est prévu cette année. Le premier chantier, la cuvette qui s'est formée au pied du fort. Les assises vont être confortées sur les 70 mètres de longueur du rempart. Le rempart est affouillé par la mer pour une raison on peut appeler ça un vice de construction de Vauban qui a construit le rempart sur l'argile. Avec les phénomènes d'érosion accélérée et de recul du trait de côte, cette argile est en train de s'effriter et les assises tombent. Le projet est simplement de combler cette cuvette pour que la mer arrête de brasser des galets et d'user l'argile. Autre problème à régler, la terrasse supérieure qui fuit à l'intérieur des maçonneries depuis de nombreuses années. Ces fuites coulent à l'intérieur de la grande casemate annulaire, parce qu'à l'intérieur du fort, vous avez une casemate arrondie qui retombe autour d'un pilier central. Cette casemate est pleine de stalactites et de stalagmites, c'est un effet très joli qui amuse le touriste, mais ça veut dire que la chaux des joints se dissout et que si on ne fait rien, tout va s'effondrer. En plus de ces deux chantiers, l'association va refaire le pignon de l'écurie et le mur qui donne sur la baie de la Slack. En 10 ans, les Amis du Fort d'Ambleteuse auront dépensé en tout 400 000 € en travaux pour sauver ce monument phare de la Côte d'Opale. Des travaux d'envergure soutenus à 50% par l'État. Une souscription publique est lancée depuis l'été dernier sur le site de la Fondation du patrimoine pour que le fort reste encore et toujours debout. Classé monument historique en 1965, propriété des Amis de l'association du Fort d'Ambleteuse depuis 1967. 50 ans d'entretien régulier ont permis de maintenir le bâtiment en état, mais aujourd'hui, de nouvelles tranches de travaux sont obligatoires. Là, on a 80 cm de creux, même plus que ça. On a quasiment 1 mètre de retrait et on a ce retrait sur tout le tour du bâtiment. Et le tour fait 80 mètres. Cette partie de 120 000 € est d'ores et déjà financée par l'État, le mécénat et la Fondation du patrimoine. Mais la réfection se niche également ailleurs. Il faut ensuite remonter le rempart ici. Donc ça, on ne peut pas le chiffrer pour l'instant parce qu'on ne sait pas techniquement où on va exactement. Donc il faut remonter ce rempart et après les autres travaux se passent à l'intérieur. Boucler un budget global de 400 000 € environ, la clé de la réussite. En plus des subventions, l'association lance une souscription via la Fondation du patrimoine. 50 000 € sont espérés pour préserver cet héritage architectural à la vue imprenable. Les 2 alignements de pieux en bois, c'est les digues de Louis XIV qui permettaient d'avoir un chenal d'accès à l'estuaire. Au premier étage, stalactites et stalagmites sont signes d'infiltration de l'eau qui provient de la terrasse sommitale, jadis poste de tir sur les mâts des bateaux. Là encore, 120 000 €. La volonté est de couler ici une chape multicouche d'étanchéité classique comme sur une terrasse. Et comme on ne circule pas sur ces terrasses, sur ces étanchéités, on va y poser un plancher en bois exotique imputrescible qui va effacer les marches et qui va amener à peu près cette hauteur-là,
qui permettra aux gens de taille normale comme moi de voir enfin au-dessus du rempart. Les premiers travaux sont espérés à l'automne. En attendant, le fort se visite tous les week-ends. Le fort d'Ambleteuse est le seul des 7 forts en mer de notre littoral qui ait été préservé et que l'on a la chance de pouvoir toujours admirer. Mais il est une nouvelle fois en danger, comme le rappelle le président de l'association des Amis du fort d'Ambleteuse. Il rêve d'être inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO. Le fort d'Ambleteuse sur la côte d'Opale, construit par Vauban au XVIIe siècle, il fait déjà la fierté de toute la région. Thomas Cuny et Éloine Martin nous le font découvrir. Il veille sur le littoral depuis le XVIIe siècle. Témoignage unique du patrimoine militaire du Pas-de-Calais. Le fort d'Ambleteuse, édifié en 1680 par Vauban à la demande de Louis XIV pour protéger un port de guerre aujourd'hui disparu. Depuis, l'édifice a connu les plus grandes heures de notre histoire, Napoléon, les 2 grandes guerres mondiales, l'occupation allemande, puis l'abandon, avant que des passionnés le reprennent en main dans les années 60. Le fort d'Ambleteuse est le seul fort en mer encore subsistant au nord de Cherbourg et, si on parle de fort en mer, au nord de Saint-Malo. C'est un très rare monument appartenant à une association. Donc tout le travail qui est fait ici est bénévole pour accueillir le public, aménager le fort. Et ça fait déjà 50 ans que l'association existe, donc c'est une belle preuve de vitalité et de pérennité. Le président de l'association se bat pour préserver l'édifice. Balayé à chaque marée par l'assaut incessant des vagues, le fort est en souffrance, dévoré de l'intérieur par l'humidité. Le problème qu'on voit dans cette salle, la salle principale du fort avec sa grande voûte, c'est que la terrasse supérieure fuit, l'eau s'infiltre et l'eau est en train de ruiner les maçonneries progressivement en dissolvant la chaux qui se transforme en stalactites et en stalagmites. Si on ne fait rien, c'est les voûtes qui à terme peuvent s'effondrer. Alors depuis octobre dernier, le site est devenu un vaste chantier financé par les dons et les subventions publiques. Une dizaine d'ouvriers y travaillent.
C'est bon, t'as quelle profondeur là? Je suis à 50 seulement. L'entreprise qui assure les travaux est spécialisée dans la restauration des monuments historiques et doit respecter un cahier des charges précis, à commencer par les matériaux. Vous avez ce type de pierre qui est de la pierre d'embleteuse et que forcément il n'y a plus de carrière. Donc il faut soit retrouver des matériaux anciens, qui est très compliqué, ou soit retrouver des matériaux de l'époque qui sont le plus ressemblants et qui conviennent toujours à l'architecte. Une fois restauré, l'association voit même plus loin et candidate pour que le fort soit inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO. Nous avons tout d'abord un fort qui est sur le plan architectural et historique un élément tout à fait unique. On est extrêmement bien placé, on n'est pas très loin de Londres, on n'est pas très loin de Paris, on n'est pas très loin de Bruxelles et on a tous les éléments qui permettent de faire remarquer Ambleteuse sur une carte de France et pourquoi pas sur une carte du monde. Les chances d'obtenir ce label sont faibles, mais l'association du fort d'Ambleteuse veut y croire et devrait obtenir une réponse dans plusieurs mois après avoir officiellement déposé son dossier. Le fort d'Ambleteuse, dernier exemple encore visible d'un fort en mer entre Cherbourg et la frontière belge. Construit sous Vauban et Louis XIV, il est entretenu depuis 1967 par l'association des Amis du Fort fondée par Jacques Méraud et désormais présidé par son fils, notre invité. Jean-Yves Méraud, président des Amis du Fort d'Ambleteuse. Après une première tentative en 2008 sans succès, les Amis du Fort d'Ambleteuse préparent un nouveau dossier d'inscription au patrimoine de l'UNESCO. C'est d'abord d'être visible sur une carte de France et sur une carte du monde. L'UNESCO, c'est visible par tout le monde. C'est la récompense de 50 ans de travail de tous ceux qui ont fait que ce fort ne soit pas disparu alors qu'il aurait pu disparaître en 67, qu'il est encore debout. C'est un intérêt pour tout le secteur ici, pour tout le littoral. Être à l'UNESCO, c'est d'être symboliquement au plus haut niveau de la reconnaissance du patrimoine. Le critère UNESCO, c'est que ce bien jouisse des plus hautes protections en matière de législation du pays porteur, c'est-à-dire de la France. Ici, nous sommes classés monuments historiques, nous sommes classés sites, le port est classé site, protégé par le Conservatoire du littoral, en zone Natura 2000. Donc toutes les protections les plus hautes sont ici. Donc personne ne peut toucher au site, donc le site est protégé, surveillé, entretenu. Toute l'importance, c'est du lobbying. Il faut qu'autour de nous, il y ait le plus de monde possible. Et le fait que nous ne soyons pas seuls et que nous ayons déjà toutes les plus hautes autorités régionales et départementales est un facteur d'encouragement pour nous. Et on se dit qu'on peut y aller. Donc il faut se mobiliser. Et pour se mobiliser, on peut faire part de son soutien sur fortdambleteuse.unesco@gmail.com. En 1680, le roi Louis XIV avait validé la construction du fort d'Ambleteuse, mais également la construction d'un fort sur le territoire d'Audrecel, le but recherché étant de protéger le détroit contre les flottes anglaises et hollandaises. Audrecel étant, avec le cap Griné, le point le plus proche des côtes anglaises. Ces deux forts ont été imaginés et établis par Vauban. La construction du fort d'Audrecel a débuté en 1682, tout comme celui d'Ambleteuse, mais il semble plus petit sur le plan. Le fort d'Audrecel fut opérationnel dès 1686, mais sa situation géographique a fait que, étant exposé aux intempéries, aux courants très forts, il fut l'un des premiers à disparaître. Abandonné dès 1803, il disparut complètement vers la fin du XIXe siècle. Le fort d'Audrecel figure sur certaines œuvres du peintre Jean Ron. Les recherches des historiens précisent que le gardien de la tour s'appelait le père Trébuchet.
Du fort en mer de 800, on ne peut malheureusement pas dire grand-chose, car on en sait encore moins que pour celui d'Audrecel. Construit au XVIIe siècle, en regard du corps de garde, au sud de l'abouchement du ruisseau d'Erlaine, on n'en trouve ni plan ni représentation. Il a probablement été totalement détruit au XVIIIe siècle, car on retrouve sa position en ruine sur 2 cartes de cette époque. En 1803, lors du camp de Boulogne dessiné par Napoléon Ier, une batterie de canons, dite batterie des dunes, est installée en regard de l'ancien fort en mer de 800. Pas grand-chose à dire donc sur le fort en mer de 800, mais le très beau village de 800 a une histoire séculaire qui mérite qu'on s'y attarde dans une prochaine vidéo.